Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux et industriels, n'hésitez pas à les appeler. Ils vont pouvoir vous fournir des spécifications pour vos projets. J'aimerais également remercier Delta, qui est un manufacturier en robinetterie. Donc, pour tous vos projets, les cuisines, les salles de bain, vos projets commerciaux, vous pouvez appeler Lajoie qui les représente. Donc, ils vont pouvoir vous donner les spécifications, ainsi que Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Guy-Philippe Bouchard de chez Bello-Lapointe, un avocat en litige. Donc, sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Guy-Philippe. Donc, la dernière fois, c'était, avant la pause, on s'était parlé de ton jugement Coupe Stanley que j'ai appelé. Fait que par la suite, tu as dû avoir d'autres méga bons coups. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite à ce jugement-là? Comment ta carrière a progressé? Écoute, la pandémie est arrivée. Ça l'a fait que ça a amené beaucoup de changements dans la structure du bureau où j'étais. Et puis, ça m'a amené à faire un move. Dans le fond, moi, le bureau, il était loin, là, puis je faisais 2 heures d'auto par jour. Alors... avec une famille de 3 enfants. Avec une famille de 3 enfants. Fait que ça a été une transition que j'ai pas provoquée, mais qui a été bénéfique, somme toute, parce que j'ai ratterri dans un autre bureau, chez Bello-Lapointe, dans une très belle équipe. Écoute, avant, j'étais seul avocat ou avocat avec une junior, là, une bonne jeune avocate, mais ça fait que il y avait une certaine limite à ma croissance. J'étais capable de tout faire, j'étais capable de tout bien faire, j'étais capable d'apprendre comment bien écrire certains types de requêtes en faisant du reverse engineering au palais de justice. Sauf que, des fois, là, d'avoir l'expérience de quelqu'un qui en a fait pendant longtemps, là, puis de collègues, qui ont vécu différentes situations, puis qui vont pouvoir dire « Oh, regarde, là, t'as-tu pensé à telle chose? » ou différents flashs par rapport à la stratégie qu'on peut avoir, ça me manquait. Puis, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir certains bons mentors avec qui j'ai grandi, puis là, j'en avais pas. Puis là, je me disais, j'aimerais ça, pas arrêter de grandir à 9 ans de barreau, puis aller continuer de grandir en tant que professionnel, puis devenir un avocat encore plus complet, puis, d'ajouter plus d'expérience, puis tout ça. Et puis, je suis atterri chez Bello-Lapointe, et puis j'ai la chance de compter sur des collègues, en particulier mon patron Benoît, avec qui je travaille, Benoît Lapointe, avec qui je travaille de manière très proche dans plusieurs dossiers. Jean-Philippe, qui est un peu mon senior, puis qui a une certaine expérience, mais on a le même âge, on est un peu dans la même situation. Mais il y a 5 ans de moins d'études que toi. Non, il a tout son background, lui aussi. Là, il vient un peu d'ailleurs. Là. Lui, il a été impliqué beaucoup dans le sport. Là. Okay. Et puis, le reste de l'équipe, il y a plusieurs autres avocats là, qui travaillent plutôt du côté recours collectif. Parce que Bello-Lapointe, c'est comme 2 départements. Il y a le département recours collectif en demande, puis il y a le département litige civil et commercial. Moi, je suis du côté seulement litige civil et commercial avec Maître Lapointe. Et puis, il y a toute la gang du recours collectif qui est plus grande. Puis,
écoute, ils ont des habiletés techniques qui sont... Écoute, je lisais quelque chose que Maître Violette Leblanc a écrit l'autre jour, un plan d'argumentation, puis c'est comme juste « wow », là, tu sais. Tu as la chance de côtoyer ces gens-là, puis d'apprendre de leurs trucs, presque par osmose. Là. Mais moi, j'étais un gars qui faisait du reverse engineering de raquettes, puis là, j'allais chercher, puis là, je l'ai ici. T'as l'engineering live, là. Puis c'est le fun, parce que, tu sais, quand je te disais des chevaliers, là, Belleau-Lapointe, c'est des chevaliers là, du bon bord. Là, des justes. C'est le Robin des Bois. C'est des Robins des Bois. Parce que quand tu fais du recours collectif en demande, tu représentes les consommateurs qui ont été floués par une menterie des grosses compagnies. Là. Là, ils ont voulu mentir sur leurs émissions polluantes pour pouvoir vendre leur char pour un peu plus cher, puis tout le kit. Puis là, ils se font pogner. Puis la raison pour laquelle ils se font pogner, c'est parce qu'il y a des gens qui ont déniché le dossier, qui ont analysé tout ça. Puis là, ils ont dit non, il y a un problème là, il y a une faute là, puis le consommateur a été floué, et puis nous, on va aller défendre ça. Fait que côté recours collectif, là, c'est ça ce qui anime. Là. Puis je regarde l'équipe, là, puis tu sais, j'ai rarement vu autant de gens avec une telle droiture puis une telle clarté d'esprit dans une si petite superficie qui représente notre bureau. Là. Ça en est... Tu sais, je regardais The West Wing quand j'étais jeune, puis je me disais, là, wow, là, ils sont inspirants, puis ça. C'est ça. Puis avec Maître Lapointe, c'est ça également. Tu sais, on travaille dans nos dossiers, mais on le fait bien. Puis il y a toujours un désir de se surpasser dans la qualité et puis de vraiment bien représenter les intérêts d'un client là, du mieux possible. Puis ce qui est le fun, c'est que Benoît, il a 35 ans de barreau au moins. Là. Je me trompe peut-être sur le nombre d'années, là, mais pas de beaucoup. Là. Puis, tu sais, son standard de qualité est très élevé parce qu'il l'a fait depuis longtemps. Puis il sait qu'est-ce qui est nécessaire pour gagner. Puis là, il met la barre là. Puis là, c'est moi, là, regarde, faut que j'aille rencontrer ça. Là. Puis ça, là, c'est stimulant. Là. Puis oui, j'étais bon avant, là, mais là, je vais être encore meilleur. Là, fait toute cette culture d'entreprise-là, œuvrer là-dedans, c'est un plaisir. Là. Puis c'est des beaux dossiers dans un très bel environnement. On a des bureaux dans le Vieux-Port à Montréal. Là. C'est un édifice qui a 350 ans avec un mur de pierre là, qui fait 2 pieds d'épais. Là. Tu sors de là, tu es quasiment dans un autre pays. Là. Puis, côté équilibre travail-famille, regarde, moi, je vais porter les enfants le matin à l'école, puis à la garderie, puis je vais au bureau, puis après ça, ma blonde s'occupe du retour, puis moi, je fais mon jogging sur le canal La Chine pour revenir à la maison. Alors, côté... tu peux pas demander mieux. Tu peux pas vraiment demander mieux là. Parce que souvent, comme avocat, l'équilibre travail-famille... ce qu'on voit des gros cabinets, c'est des gens qui travaillent jusqu'à 10-11 heures le soir, travaillent les week-ends, amènent la job à la maison. Vous autres, c'est comme tout est noble chez Belleau-Lapointe. La cause est noble. Vous défendez le peuple. Puis là, j'aime pas ça dire ça. Je sais que je vais avoir des commentaires, mais vous défendez le petit peuple contre, mettons, des géants. Même si c'est pas ça 100% du temps, mais c'est un peu cette noblesse-là que vous amenez. Ça aspire à ça. Et puis, oui, c'est un cabinet où l'équilibre est important. Écoute, on a tous travaillé, on peut tous se rappeler de pas mal de nuits où on a travaillé dans le dernier mois. Là. Écoute, on est en litige, on a des procès à faire. Puis, quand on a un procès, là,
il faut que ce soit bien fait. Il y a un coût à donner. Puis souvent, où tu vas aller chercher ton avantage puis ton edge, c'est dans les dernières heures de préparation. Puis c'est en connaissant ton dossier mieux que les autres. Fait que tu investis les heures. Puis après ça, là, s'il faut que tu fasses un deal avec ton client, parce que le client, il regarde le client, il trouve que c'est trop d'heures ou il trouve que pour une raison ou une autre, là, on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait, puis tout ça. Ben là, on recalibrera tout ça, là. Mais, regarde, on ne sera jamais short sur le travail. Sauf que ceci étant dit, ben, il y a des périodes où on est capable d'aller chercher un équilibre, puis on ne fera pas... On pas exprès pour remplir la cédule. Exprès pour aller chercher le 2200 heures facturables par année qui est exigé d'un grand bureau. Là. C'est fou, ça. C'est encore ça. Là. Écoute, oui, là, c'est ça. Puis avec tout ce qui est entraîné par ça, puis tout l'effet que ça peut avoir sur la santé, puis le stress, puis le stress de performance là, que je lisais. J'aime beaucoup la psychologie, puis ils ont fait une étude justement sur les avocats des grands cabinets, puis les gens, il y en a plusieurs qui quittaient la profession de 0 à 5 ans dû à ce stress de performance-là. Fait que ce que l'étude disait, c'est soit que tu quittes la profession ou tu rentres dans le mindset, puis là, tu es devenu le disciple numéro 1 à on bill. Oui. Là, je te parle des grands cabinets, là, l'étude a été faite sur ceux-là. Puis, ce qu'ils voyaient, c'est que souvent, les personnes qui sortaient de ces grands cabinets-là, soit allaient faire des causes sociales, hyper nobles, ou s'en être dans complètement un autre domaine. Et il y a beaucoup d'attrition. La pyramide ne grossit pas comme ça. Dans le fond, souvent, elle reste comme ça. Puis les gens veulent monter, hein. Puis des fois, tu peux pas monter. Fait que beaucoup de gens doivent faire le choix de faire un changement de job, un changement de carrière dans ça. Mais tu as tout le plus petit cabinet, les cabinets boutiques en général, où, ben là, il y a un équilibre. Là, tu fais ce choix-là pour avoir un équilibre. Tu sais, par exemple, moi, mon épouse est avocate, elle fait du litige pour le gouvernement fédéral. On a 3 enfants. Fait qu'elle va avoir des procès des fois, moi, je vais avoir des procès des fois. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que ma blonde est à la maison puis elle s'occupe de tout, là. Fait que, tu sais, le deal, c'est, la plupart du temps, je vais devoir partir du bureau pour me rendre à la maison, pour faire mon chiffre avec les enfants, avec mon épouse, puis, tu sais, aider aux devoirs, puis amener les enfants au hockey, ou, tu sais, s'il y a un rendez-vous chez le docteur, des fois, c'est moi qui vais y aller, des fois, c'est mon épouse qui va y aller. Fait que ça fait partie du contrat que j'ai avec mon épouse. Puis, en même temps, le choix d'un milieu de travail se fait en fonction de ça. Et la pratique en cabinet boutique, souvent, va permettre cet équilibre-là. Je pense que ça fait des avocats qui sont... Je pense que quand tu as un avocat plus équilibré, tu vas avoir un meilleur jugement sur la valeur de ton dossier, puis je pense aussi que l'énergie mentale qui va y être consacrée va être de meilleure qualité. Pas se mentir, là, on ne peut pas fournir 12 heures de travail intellectuel par jour. À un moment donné, there's diminishing returns. Fait que, tu sais, le chiffre peut varier d'un avocat à l'autre, mais si tu t'engages un avocat qui n'est pas forcé de faire 10-12 heures par jour puis de travailler la fin de semaine tout le temps, mais probablement que le regard que tu vas avoir sur ton dossier va être beaucoup plus... en tout cas, moi, j'espère qu'il est beaucoup plus attentionné et puis que l'information aussi est gardée en mémoire beaucoup plus longtemps. Et puis que lorsque un juge, par exemple, va faire appel, va poser une question par rapport à un dossier,
vas être assez allumé. Tu vas être assez allumé pour te rappeler que la réponse est là. Puis tu vas pouvoir la fournir à ce moment-là. Puis c'est peut-être ça qui va faire la différence dans le dossier. Puis honnêtement, des flashs comme ça arrive chez nous. On le voit. Là. Je ne peux pas te dire que ça n'arrive pas ailleurs. Je ne peux pas te dire que ça arrive plus souvent ici. Mais je peux te dire que nous, là, on le vit, ces flashs-là, là, de se rappeler que ça, c'est là. Puis ça nous permet d'aller scorer un but dans le dossier. Là. Puis je pense que on est préparé à être capable de faire ce move-là parce que on a des avocats plus équilibrés. Ouais. Tu sais, je fais souvent allusion avec la nourriture. Tu sais, j'essaie de manger végé, moins de viande, tout ça. Ouais. Mais tu sais, puis j'ai un ami qui, lui, c'était... Tu sais, il a tourné 100% keto. Puis là, je suis pas là à juger pour les régimes. Là, tout le monde fait ses propres choix. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que en ayant un équilibre un peu de tout, en bout de ligne, je me sens juste mieux avec la nourriture, la relation avec la nourriture, beaucoup plus facile de ce côté-là. Moi, je pense d'aller des extrêmes, c'est jamais la meilleure solution. Tu veux plus dans le centre. Mais tu sais, regarde, le directeur du département de fiscalité où j'ai fait mon stage, qui n'avait pas écouté un film dans les dernières années puis qui n'avait pas de musique, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Puis, il a changé de job. Genre, il n'était plus capable de faire son travail. Exact. Fait que le déséquilibre lui a fait réaliser qu'il n'était plus capable de travailler. Fait que, c'est incroyable, pareil. Fait que, est-ce que l'équilibre nous permet de travailler? Ben, moi, je pense que oui. Ouais. Y a-tu on parle des mandats comme si tous les mandats étaient écœurants. Y a-tu des mandats que vous faites comme non? Parce qu'il doit y avoir des mandats que vous refusez. Écoute, oui, il y a des mandats qu'on refuse. Il y a des mandats on refuse un mandat quand on ne croit pas être capable d'accomplir un objectif là, valable pour le client dans un budget raisonnable et pour nous et pour le client. Il ne faut pas se leurrer. Le litige peut coûter très cher. Même si tu négocies le taux, même si tu... Regarde, à un moment donné, là, quand il faut que tu fasses 4 interrogatoires, quand il faut que tu planifies un procès de 5 jours, quand il faut que tu fasses la recherche, quand tu as une injonction interlocutoire à aller plaider, tout ça coûte de l'argent. Yes. Alors, il faut que le montant à la fin... Il faut que le montant qu'on espère aller chercher justifie tout ce travail-là. Des fois, c'est pas le cas. C'est d'ailleurs un problème, je pense, dans l'industrie de la construction, où souvent tu vas voir des entrepreneurs renoncer à des litiges qui sont de moindre importance, tu sais, mettons 25 000, parce que, il ne peut pas mettre l'énergie là. Regarde, il ne peut pas mettre l'énergie là, puis il ne peut surtout pas dépenser les sous pour aller chercher là. Moi, j'aime beaucoup, en arrivant à une entente avec un client là, pour dire, regarde, là, mettons qu'on a un forfait là, pour faire plusieurs litiges, puis on peut s'organiser pour... Pas nécessairement que la décision par rapport à un tel dossier soit juste un rapport, comment ça va me coûter pour aller chercher ça. Tu sais, être capable de passer au travers de cette considération-là, puis dire, est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut le faire à l'intérieur d'une relation qui est plus grande? Puis ça, je trouve que c'est bénéfique au rapport avocat-client, parce que souvent... Quand tu commences à le voir à l'intérieur de la relation, tu vas trouver certaines efficacités, certaines façons d'avancer ces dossiers-là à moindre coût, en t'appuyant souvent des fois sur l'expertise interne chez le client que tu vas avoir eu la chance de développer avec tes rapports avec les chargés de projet ou les contremaîtres, la façon dont ils ont
monter un dossier ou monter une réclamation. Là. Peut-être qu'en ayant les meilleures pratiques, leur preuve est solide. Fait que le montant, il est 25 000 peut-être, mais peut-être que tu as juste besoin peut-être que tu as juste besoin de faire valoir ta réclamation, puis après ça, de t'asseoir dessus, puis d'attendre. Fait que ça, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est seulement possible quand l'avocat puis le client se connaissent bien, puis l'avocat connaît bien l'entreprise, puis les meilleures pratiques ont été mises en place. Et puis, fait que, c'est comme si, au travers de la relation, il y avait certains fruits puis certaines possibilités qui s'ouvraient, qui n'étaient pas possibles ou accessibles dès le départ. Fait que, tu sais, dans les dossiers qu'on regarde puis qu'on ne prend pas, souvent, le coût-bénéfice du dossier va être un facteur souvent, regarde. C'est totalement farfelu, là. On n'ira pas mettre notre nom là. On va protéger notre réputation parce que c'est important que quand tu fait valoir une réclamation, puis on fait valoir un mandat, puis on fait des représentations, que veut pas, notre crédibilité est associée aux représentations qu'on fait, puis à la position qu'on fait. Fait qu'on ne veut pas se placer dans une situation où on instrumentalise notre réputation pour un objectif qui est farfelu ou qui ne tient pas la route. Là. Puis maintenant, on va se faire dire, là, hey maître, là, arrêtez, là. Ça, tu veux pas être dans cette situation. Tu veux pas vivre ce cas-là. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qu'on ne fera pas, mais il y a plein de choses aussi qu'on peut faire juste au travers d'une bonne relation avec un client. Là. Fait que, tu sais, tout est une question de comment on fait les choses et puis quelle relation on a. Je pense que le relationnel semble être la clé là-dedans. C'est que si le relationnel est bon, parce que tu sais que tu peux compter sur la personne pour, tu sais, que quand la personne te dit quelque chose, tu es sûr qu'elle a le dossier, elle a le document, le email, la preuve nécessaire. Puis je vais te donner un autre exemple, OK? Particulièrement pertinent pour les plombiers. Les plombiers, là, vont payer une prime d'assurance là, qui a explosé dans les dernières années. Et puis, ils vont se faire dire, ben regarde, tes activités sont risquées. Quand tu as des dégâts d'eau, ça coûte cher. Puis ta fréquence de réclamation, elle est grande. Genre, tu te fais réclamer, là, ça y va. Puis des fois, c'est pas de la faute du plombier. Le plombier a installé une bague, OK? Puis il en installe 4 par condo, puis des condos, là, c'est un projet après l'autre, là. Mais la bague est défectueuse. Elle a un défaut de fabrication dedans. Elle casse. Après 1 an, là, la pression, elle casse. L'alliage est mal fait. Ou peu importe. OK? Mais là, à chaque fois qu'elle casse, ça fait un dégât d'eau. Fait que là, ça fait que l'assureur du syndicat prend en charge le dossier, envoie des lettres, des avis de réclamation. Puis là, ben, le plombier reçoit ça, envoie ça chez son assureur. L'assureur mandate un expert, puis tout ça. Puis au bout du compte, là, c'est pas le travail du plombier qui est en cause. Non, c'est le fait produit. Que, juste juridiquement, là, s'il y avait une poursuite, bien, le syndicat poursuivrait, mettons qu'il pourrait poursuivre directement le plombier, puis là, le plombier se retournerait derrière son fabricant, fera un recours en garantie, puis dirait, regarde, si moi j'ai à payer, bien, c'est toi qu'il faut qu'il indemnise, parce que c'est ton produit, puis c'est pas mon travail qui est responsable. Fait que ça, là, souvent, OK, si le plombier a la gestion de cette réclamation-là, le plombier va pouvoir se retourner vers son manufacturier puis dire « Hey man, tu sais, là, ce que tu m'as vendu, là, il y a un problème avec. » Là, ils vont dire « Ouais, je le sais bien, OK, genre, regarde, on peut-tu régler ça, s'il vous plaît? » Fait que tu vois, puis là, le fabricant souvent va dire « Ouais, OK, c'est beau. Genre, je fais de la bonne affaire avec toi. » Avec une belle réputation. Ben oui, puis moi, regarde, ma réputation est importante, puis quand on dit qu'on installe tel produit dans une bâtisse, je veux que ça soit de la qualité, puis je veux que le monde pense ça. Fait que, ouais, on fait un deal, on règle. Mais tu vois, là, le dossier s'est réglé au travers de la relation
que l'entrepreneur plombier a avec son manufacturier, son fabricant, son distributeur. Si ça, c'est possible, puis que la réclamation ne s'en va pas chez l'assureur, ça fait diminuer la fréquence de réclamation. Puis le plombier s'en retrouve gagnant parce que quand il renégocie son renouvellement d'assurance, mais là, sa prime, elle va baisser parce que le facteur risque reste là, mais la fréquence a diminué. Fait qu'au fil des années, ce qu'on a vu, c'est des plombiers qui se sont assurés en rétention. Ça veut dire qu'ils prennent en charge une première tranche des réclamations jusqu'à un certain montant. Et qu'ils s'auto-assurent pour leur première tranche. Puis après ça, leur assureur leur offre comme une assurance additionnelle par rapport à ça. Puis il y a différents mécanismes de le faire. Puis là, il faut voir avec les courtiers. Puis souvent, ça prend un avocat pour gérer les réclamations. Mais ce genre de service-là est un bel exemple de comment, au travers une relation entre, ici, entrepreneur en plomberie puis fabricant, ça nous permet de résoudre un litige. Au travers de cette communication-là, de cette relation-là, on résout un litige et puis on élimine une fréquence de réclamation qui fait que le plombier paye moins en assurance. Oui, bien, tu parles de ça, puis tout de suite, j'ai un cas... évidemment, on n'aura pas les gens, mais j'ai eu on représente plusieurs manufacturiers, là, des dizaines de manufacturiers. Puis, comme n'importe, comme tu le sais, tu as beau avoir le meilleur produit, ça arrive une fois. Tu veux jamais que ça arrive, mais ça arrive qu'on veuille ou non. Comme année, il y a une composante qui brise, c'est des composantes physiques. Fait qu'il y avait eu un défaut, puis quand même une réclamation assez importante. Puis tu vois, le manufacturier l'a backé. Puis ce que le plombier me dit, c'est Bruno, grâce à notre relation, on est capable de passer à travers ça. Puis demain matin, là, je t'en veux pas. Puis rien de tout ça. Puis tu seras pas sur le banc des pénalités à cause de tel produit. L'idée, c'est on va être là pour toi, autant que tu as été là quand ça a mal été. Ça vaut bien plus que le cossin que tu me vends. Oui, c'est la réalité de bonnes relations entre partenaires d'affaires. C'est gagnant-gagnant là, quand ça va bien, puis quand ça va mal, on règle les problèmes ensemble, on collabore, puis oui, il y a de l'argent qu'il faut qu'il sorte de la poche, là, mais regarde, à la fin, il va en avoir. Là. À la fin, il va en avoir. Puis, regarde, je te soumets encore que si tu fabriques un produit, quand tu vends le produit, tu as déjà mis dans ton prix ton facteur risque. Tu le sais que ça va arriver. Fait que tu es supposé d'être prêt pour ça. T'sais, si tu es une bonne entreprise là, qui a bien géré son risque, tu es supposé d'être prêt, puis tu es supposé d'avoir la capacité d'indemniser comme ça. T'sais, si tu ne l'as pas à l'interne, tu vas l'avoir avec ton assureur ou avec un programme de garantie, quelque chose comme ça. Mais dans le cadre d'une bonne relation, ça, c'est quelque chose qui va ressortir. Sinon, regarde, on va se battre pour tout, là, puis les avocats finiront jamais de passer au travers du nombre de dossiers que ça va faire. Puis c'est pas ça le but. Écoute, il y en a tellement de problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur un chantier de construction pour plein de bonnes raisons. Si on peut éviter, si on peut en régler une bonne proportion au travers des bonnes relations qu'on a avec les gens, puis grandir là-dedans, ben c'est l'approche à avoir. Tantôt, tu parlais de quand tu as un bon dossier, bien monté, bien documenté, c'est facile. C'est quoi l'exemple d'un bon dossier bien monté? T'sais, je donne un exemple parce que souvent, j'entends le dossier monté tout croche. Je me souviens quand j'étais ingénieur ou quand j'étais général, le dossier est monté tout croche. Qu'est-ce qui est un bon dossier de réclamation qu'on peut dire, ça, là, c'est béton? Je vais te donner un exemple dans
dans le contexte de chantier, là, une réclamation pour augmentation du prix du contrat. Bon. là, je vous le dis, les auditeurs, prenez des notes. On vit ça sur tous les chantiers actuellement. Ben oui. La première chose à faire, puis ça arrive pour plein de bonnes raisons, là, mais prenons juste quoi faire quand ça arrive. Ben, la première chose que le chargé de projet devrait faire, c'est bien lire son contrat. C'est-tu un CCDC? C'est-tu un contrat maison? Mais tous ces contrats-là, en général, sont des contrats à forfait relatifs. Le prix est forfaitaire pour une job donnée, mais relatif parce que, selon certaines conditions, le prix peut changer. Tu sais, le classique, c'est un avenant ou une directive de changement. Mais ça, d'habitude, ça vient d'en haut, puis on négocie, puis si on ne s'entend pas, ben, on va partir le processus de médiation d'arbitrage, puis bon, ça, c'est une chose. Mais parlons du cas là, où il arrive quelque chose sur le chantier. Soit que, écoute, on n'est pas capable de faire les travaux dans les conditions normales dans lesquelles on fait ces travaux-là. Genre, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, je sais pas, le gars de structure a eu un problème, puis on ne peut pas travailler dans cette zone-là. Fait qu'il faut qu'on aille travailler dans une zone qui n'est pas réellement prête. Fait que là, il faut adapter la méthode de travail. Ça prend plus de temps. Bon, ou, regarde, on faisait du soudal, puis on découvre du roc qui n'était pas supposé être là, où il rentre de l'eau, puis, tu sais, il faut gérer ça. Toutes sortes de situations comme ça. Bien, le contrat, en général, prévoit qu'il faut envoyer un avis pour dénoncer cette situation-là. Bon. Ça, le chargé de projet, quand il lit son contrat, il devrait se faire un aide-mémoire là, de toutes les situations où il faut que j'envoie un avis qui est prévu au contrat, puis c'est quoi le délai. Après ça, le contremaître sur le chantier qui va remplir un rapport journalier, là, regarde, si vous n'avez pas rapport journalier, et tout de suite, mettez en place un protocole pour en avoir des rapports journaliers. À tous les jours que vous êtes sur le chantier, votre contremaître devrait vous écrire le récit de ce qui s'est passé. Puis pas juste là, axe E, A, F, puis building 2. Tu sais, pas ça, là. Idéalement, là, je vous dis pas d'écrire un roman, mais si vous pouvez écrire, vous étiez censé faire quoi? Puis vous avez fait quoi de quand à quand dans la journée? Puis où exactement? Puis s'il est survenu une entrave, décrivez-la donc. Puis décrivez qu'est-ce que ça l'a causé dans votre séquence de travaux qui était prévue. Est-ce que ça l'a fait en sorte que vous n'avez pas pu travailler pendant 2 heures? Vous êtes passé 2 heures à vous tourner les pouces. Est-ce que ça l'a fait en sorte que vous avez perdu 2 heures à aller chercher un équipement pour corriger la situation? Est-ce que ça l'a été que ça vous a pris tant de plus faire les mêmes travaux? Dites-nous le donc. Puis prenez des photos. Puis en général, prenez des photos de tout ce que vous faites. Si vous faites un salon à coupe-feu, prenez le don en photo. Parce que si jamais il y a un problème avec le salon à coupe-feu, puis vous l'avez pris en photo, la preuve va être facile à faire que le salon il a été fait, puis il a été bien fait, il est en photo. Mais s'il y a une entrave, surtout, documentez ça. Photo, vidéo, là, c'est facile. Tout le monde a un téléphone maintenant. Alors, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse de ne pas le faire. Il n'y a pas d'excuse de ne pas bien le faire. Puis, oui, là, je comprends que un contremaître ou les gars sur le chantier, là, c'est pas des nouvellistes, là, c'est pas des romanciers, qui aiment bien écrire, là. Mais regarde, même s'il y a des fautes, c'est pas grave. Donnez-moi 8 lignes au lieu de me donner 3 mots. T'sais, expliquez-moi ce qui s'est passé. Parce qu'après ça, là, le chargé de projet va prendre le rapport, puis il va prendre les photos, puis il va écrire un avis. Puis il va dire, entrepreneur général, donneur d'ouvrage, je voudrais vous dénoncer la survenance d'une entrave, tel jour, telle date, qui a causé telle affaire. Puis je joins en annexe mon rapport journalier avec les photos expliquant la situation. Je vous avise que ça va coûter tant parce qu'on n'est pas capable de réaliser les travaux dans le temps normal. Ça prend 2 fois plus de temps. Et puis, bon, c'est ça. Regardez ça, là. Mais t'arrêtes-tu
les travaux ou tu Non, continues? T'arrêtes pas les travaux. Non, t'arrêtes pas les travaux. Jamais? Écoute, Parce qu'il pourrait, lui, de son bord, dire « T'as arrêté les travaux, voici ce que Avant de faire ça, là, c'est une décision grave de conséquence, arrêter les travaux. OK. Si vous n'êtes pas capable de les faire, les travaux, ça, c'est différent. Là, il faut parler, puis il faut dénoncer la situation, puis je suis pas capable de les faire. Mais s'il y a un danger, bien sûr, arrêter les travaux, tout ça. Mais juste dire, les conditions sont pas les mêmes, faites pas ça. Parce que là, vous allez créer un retard sur d'autres intervenants dans le chantier. Puis eux autres pourraient revenir contre toi. Puis eux autres pourraient et vont probablement revenir contre vous. Mais travaillez, faites de votre mieux, là. T'sais, vous êtes là. Servez-vous du temps que vous avez là pour essayer de bien faire les choses dans les conditions comme ça. Ça va faire deux choses. Parce que si vous le dénoncez, bien là, les chances sont que l'entrepreneur général puis le donneur d'ouvrage vont répondre. Là, ils vont venir voir, ils vont dire « Oh, c'est vrai, on a un problème là. » Fait que peut-être qu'ils disent « OK, on n'avait pas prévu ça, c'est vrai que ça prend 2 fois plus de temps. Regarde, qu'est-ce que tu dirais si pour corriger cette situation-là, là, tout de suite, on règle ça, puis on augmente le prix du contrat à temps pour faire les travaux. Hey, situation réglée, bingo. » Tu sais, il n'y en a pas de litige. Tout ce que ça a pris, c'est bien documenter, puis envoyer l'avis prévu. S'ils disent non, bien, au moins, ils vont répondre, puis ils vont peut-être corroborer ce qui se passe. Fait on va peut-être se ramasser avec un litige, mais moi, non seulement je vais avoir votre dénonciation, puis je vais avoir votre rapport qui est bien fait, là, puis là, vous allez continuer à le faire, puis la preuve va être solide, mais là, je vais avoir des réponses, puis je vais avoir des correspondances de leur part. Par rapport à ça. Correspondance, parce que j'ai des dossiers où ce que le donneur d'ouvrage est une instance publique, puis le général, en fait, qui est... Tu sais, parce que le sous-traitant a le contrat avec le général, puis le général, lui, a son contrat avec les instances publiques. Oui. S'il n'y a jamais de réponse... Hey, on fait quoi avec ça? Ça, là, on continue à documenter, puis on continue à faire de notre mieux. Faut-tu relancer? Faut-tu que le chargé de projet relance comme 7 fois, puis là, tu sais, c'est comment? Oui. Okay. Oui, regarde, il faut que ça soit ça. Parce que, tu sais, si un mané répond, bien là, ce qu'ils vont avoir de l'autre côté, c'est un entrepreneur, un plombier qui collabore avec eux autres. Tu sais, si le plombier fait de son mieux, là, il va pouvoir dire à son entrepreneur général, « Hey, regarde, moi, j'ai collaboré avec toi. Te rappelles-tu, là, quand on était dans la marde, là, j'étais là. » Fait que là, dis tout de suite, ça crée une meilleure relation que, regarde, ça, c'est arrivé, je t'ai mis plus dans le trouble que tu étais autrement, puis, regarde, non. Collaborer, là, tu sais, là, partager la difficulté, la communiquer, mais tu sais, en même temps, là, dire non, nous autres, on est engagés dans le projet, on veut que ça réussisse, là, ça va tout le temps être bénéfique. Ça va tout le temps être bénéfique. Mais quand tu représentes le général ou le donneur d'ouvrage, mais eux autres, de ne pas avoir répondu, c'est comme une tâche à leur dossier. Après ça, là, ben oui, il y a une tâche à leur dossier, mais après ça aussi, quand que, mettons que ça se règle pas, là, pour toutes sortes de raisons, là, que, tu sais, là, il y a des difficultés. Mettons qu'ils prennent la décision en haut, là, qu'ils vont tout régler ça à la fin, là, puis là, ils vont tout regarder ça. Puis là, je veux juste te dire, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Bon, ben à ce moment-là, là, nous autres, ça va tout être détaillé. Tu sais, dans le temps, là, toutes les entraves devraient être imaginées sur un axe du temps. Là, je vais le faire par là, parce que sinon, la caméra... Bon. Et puis là, il arrive une entrave ici, là, on a un X ici. Bon, là, on a envoyé l'avis là. Puis là, on a pris des photos. Là, tous les événements sont là. Ils nous ont répondu ici, ils ont corroboré telle affaire. Bon, après ça, là, on prend ça, là, c'est ça notre preuve au procès. Puis c'est pas, on a besoin d'un rapport d'expert pour venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis ça peut être quoi les effets. Non, les effets sont tous rapportés au rapport journalier, qui a été communiqué tout le temps. Là. Puis tu sais, s'il y a une entrave, là, puis ben là, j'ai perdu 2 heures à faire ça, j'ai perdu 2 heures à faire ça, continuez à les envoyer. Parce qu'après ça, quand on va réclamer quelque chose, là, la perte de temps, ben, ça va être le total des nombres d'heures. Puis là, ils vont toujours avoir été invités à répondre, puis à
corroborer, puis après ça, on va pouvoir leur dire, pourquoi vous n'êtes pas allé voir? Ah, vous êtes allé voir, puis c'est quoi votre opinion de ça? Ah ben oui, c'est vrai, il y avait telle affaire. Fait que là, on va corroborer certains éléments, puis on va faire notre preuve comme ça, mais, tu sais, par rapport à cette entrave-là, son effet, ben ça, la preuve, elle va être bien contenue. Fait qu'après ça, là, nous, là, si on se rend à l'avocat, je pense que l'avocat devrait être impliqué dès la rédaction des avis, puis dès la confection des rapports journaliers. Là, idéalement, là, moi, je voudrais le voir, l'avis, puis je voudrais voir les rapports journaliers pour m'assurer que ça, c'est du fait. complet. Puis on peut-tu rajouter quelque chose là, qui manquerait, tout ça? Puis ça n'a pas besoin d'être long. Là. Quand on se dit « Ah non, pas un avocat, ça va être d'autres frais. » Ça peut prendre 15 minutes de regarder ça. Mais 15 minutes qui va faire en sorte que notre réclamation va être bien fondée. Oui, puis quand tu vas réclamer, puis souvent, les termes, puis là, on va en revenir, là, je vois des réclamations ces temps-ci qui ont comme aucun sens. Fait que, les montants dus à plein de facteurs, puis dont 2 que je veux jaser, mais le 15 minutes bien préparé va faire en sorte que tu vas sauver du temps à la fin. L'idée, là, c'est de documenter, puis de bien documenter, puis de bien communiquer par l'envoi d'avis. Puis ça génère la preuve, puis ça génère une réponse. Puis au bout du compte, là, un dossier bien monté, c'est où ce processus-là a été fait dès le départ des entraves. Puis ça a été détaillé parce que, regarde, il y a une décision qui a été rendue en 2020 par le juge Brossard. Tu sais, ça a presque 300 pages, la décision. Là. C'est long, là. Mais c'est détaillé de même. Puis il dit, là, moi, je suis pas intéressé à avoir un global, là. Tu sais, le tel nombre d'heures pour telle affaire. Puis non, je regarde qu'est-ce qui s'est passé tel jour, puis ça a été quoi l'impact de ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait qu'un dossier bien monté, c'est un dossier qui dit, ça part avec le rapport journalier, puis ça se continue de rapport journalier en rapport journalier pour faire le suivi. Puis après ça, les avis viennent se mettre là-dessus, puis les réponses à ces avis-là. Puis après ça, là, oui, des fois, ça se règle à la fin, là, mais quand tout est documenté, puis ça va, puis on met de la bonne volonté là-dedans, là, un moment donné, ça peut aussi pas se régler à la fin. Parce que, tu sais, le maître d'ouvrage, là, dans un projet, il y en a des décisions à prendre dans le courant de projet, puis des fois, là, faut qu'il compte sur ces gars en bas, là. Puis là, tu sais, ils peuvent vouloir avoir besoin de toi pour quelque chose. Puis là, tu dis, hey, là, oui, genre, je suis prêt à t'écouter, là, mais peux-tu m'aider là-dessus? Ça peut-tu être donnant? Puis là, ça se peut que ça se règle de même. Puis je vais te soumettre quelque chose d'autre, OK? Mettons, là, que c'est le bout de la marde, genre le dossier. Puis là, il faut que tu y ailles en litige. Bien, tu vas probablement vouloir publier une hypothèque légale sur l'immeuble. Parce que ta retenue ne sera pas payée, puis tu vas vouloir, tous tes recours, là, tu l'as, l'hypothèque légale, puis ça, c'est hot. Mais tu sais, une hypothèque légale, ça garantit seulement les travaux qui ont donné une plus-value à l'immeuble. Puis la jurisprudence a dit régulièrement que la perte de productivité n'est pas protégée par l'hypothèque légale. Fait que, tu sais, si tu perds du temps sur un projet, ben... Just too bad. Just too bad. C'est pas protégé, ça. Mais, par exemple, là, tout ce qui est décidé par avenant, par directive de modification, ça l'est. Ça bénéficie de... Et si tu as eu une perte de temps reliée à un avenant... Ce que je te dis, là, c'est que si ça t'a pris 2 fois plus de temps à réaliser les mêmes travaux à partir de quelque chose qui est survenu sur le chantier, là, tu sais, tu es obligé de faire tes travaux de manière différente. Si tu es capable de dire, regarde, là, ça, là, j'ai donné un avis en fonction du contrat, puis la manière de régler ça, là, c'est que je vais avoir une augmentation du prix de mon contrat à cause de ça. Bien, tu as bien plus de chances, tu as un argument à faire valoir pour dire non, ça, là, cette portion-là de ma réclamation, là, c'est pas une perte de temps, j'ai passé du temps à rien faire. C'est des travaux qui ont pris plus de temps, mais qui ont donné une plus-value à l'immeuble. Puis regarde, c'est traité à l'intérieur du contrat. Puis, regarde, si tu es super chanceux, l'entrepreneur général va avoir lui aussi fait une réclamation par rapport à cette décision-là,
Puis ça pourrait que l'entrepreneur général, lui, a réglé sa situation par avenant. Fait que là, tu pourrais démontrer que la même situation est traitée par avenant avec l'entrepreneur général, mais le plombier, comme d'habitude, est resté dans l'angle mort de ce règlement-là. Et ce que je te dis, c'est pas foolproof, mais quand tu arrives au bout du compte pour faire valoir ton dossier, tu vas avoir de la preuve. Tu vas avoir un dossier qui va être bien monté parce qu'il a été documenté et communiqué. Puis, plus tu vas bien documenter, plus ta communication va pouvoir être transparente et efficace. Tu sais, une communication, là, il faut qu'on comprenne ce que tu dis. Si tu dis juste, si tu t'exprimes juste en termes généraux, on ne comprendra pas c'est quoi. Puis oublie ça, tu n'auras pas de règlement. T'sais, tout le monde est capable de mettre un montant et dire on a subi tel préjudice à cause de telle affaire. Mais si c'est pas justifié, efficace, si c'est pas justifié parce que la justification n'est pas là, t'amoindris tes chances. Fait qu'un dossier bien monté, c'est ça. Puis je te soumets que tu peux y penser en là, je veux pas être celui qui fait de la chicane tout le temps sur le chantier, tout ça. Rédige pas comme ça de bord. Rédige de manière polie pour dénoncer une difficulté, puis dire c'est quoi la cause, puis le kit, puis inviter à corriger, puis tendre la main pour dire on a un problème, s'il vous plaît, collaborez avec nous. Puis peux-tu m'aider? Puis peux-tu m'aider? Parce qu'au bout du compte, là, tu sais, l'autre bord devrait vouloir collaborer parce que c'est leur bâtisse. Tu sais, c'est eux autres qui veulent construire quelque chose, puis ils veulent que ça soit bien fait. Puis bien souvent, sont conscients avant toi. Tu sais, quelqu'un qui voit le big picture, puis là, il fait... Ben oui. Ça, on est conscient du risque. Là. Ben oui. Tu sais, on le voit, puis on fait... Ça, il y a un risque. Ça, il y a un risque. Puis tu sais, on en parlait un petit peu, tu sais, de... Un des enjeux qu'on a actuellement, c'est que les projets partent. On avait un budget de contingence de 10%. Puis là, pour faire un business case qui tient avec nos investisseurs qui vont être là pour le projet, peu importe le projet, là, que ce soit des condos, ben, il faut réduire ça pour que le business case tienne, mais à la fin de la journée, on n'a juste pas assez d'argent pour faire ça. Oui. Je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs. C'est un des problèmes majeurs. Regarde, on va le vivre de plus en plus. Écoute, là, un des enjeux de la province, c'est de remettre en état nos écoles puis nos hôpitaux. Hey, là, on va refaire du neuf avec du vieux, puis du vieux, là. Du vieux de 1910, là. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, là, on va en avoir des mauvaises surprises, puis on va en avoir des trous qui fonctionnent plus, puis on sera pas capable de refaire ça. Fait que, tu sais, c'est quasiment impossible de bien planifier un tel projet d'avance. Puis souvent, tu le vois, parce que la planification, elle se fait un peu pendant que l'avion est en vol. Ah ouais? Oui. Tu sais, je revois des fois, je soumissionne sur des plans, des équipements de plomberie, sur des plans à 40%. Puis là, je regarde l'entrepreneur, puis je suis comme... Tu veux vraiment aller là? Hey, je dis, tu signes sur des documents qui n'ont rien dessus. Puis, tu sais, là, les entrepreneurs sont hyper occupés, fait qu'ils choisissent les projets. Puis là, c'est comme l'effet du balancier. Là, on est retourné au fait que là, les entrepreneurs disent, t'es mal organisé, il y a tellement de projets, je veux même pas, tu sais, j'ai des projets publics, des centres de aquatiques ou des arénas que les instances publiques m'appellent pour savoir si je peux convaincre des plombiers puis des sous-traitants puis des généraux que je connais de soumissionner sur le projet. Puis, tu sais, des fois, je reçois des... Tu sais, j'appelle, « Hey, tel projet, ça me semble être un bon lead, tu devrais peut-être le regarder. » Puis là, des fois, je me fais ouais, mais les plans, c'est mal organisé. C'est des plans à 40%. Ils veulent qu'on prenne tout le risque, nous autres. Oui. Quasiment, on signe un chèque en blanc. Il n'y a pas assez de budget. Tu sais, j'en ai encore vu une, là, des centres aquatiques d'un budget de 2016 que la personne a comme 4-5 millions. Mais tu sais, aujourd'hui, ça coûte
8, tu sais. Non, aujourd'hui, ça coûte encore plus cher. C'était en 2016. Aujourd'hui, ça coûte comme 20. Tu sais, puis là, je dis... Fait que là, le monde, il dit, ben non. Dès que quand ils vont ajuster le budget, on va être là. Tu sais, selon moi, c'est ou bien tu... Puis ça, c'est plus facile au public parce que les poches sont plus profondes, puis en même temps, c'est des biens d'une utilité publique, puis tu veux que ça aille bien, puis regarde, ou bien tu fais tes devoirs bien d'avance, puis tu divises ton projet pour... Puis il va prendre un peu plus longtemps. Là, par exemple, l'école de mes enfants va être refaite au complet. Ils vont à Face. C'est une super vieille école. Elle est vêtue complètement. Puis ils vont la refaire. Là. Fait que, regarde, ou bien tu démolis tout. On recommence. Puis tu regardes. Puis tu regardes la façade, le kit, là, mais tu as clairé l'intérieur. Puis tu vois ce que tu peux faire. Puis là tu as fait une première planification, puis après ça, tu peux en faire une deuxième, puis dire, OK, ça va être quoi, ça va être quoi, ça va être quoi. Ou, ben, tu improvises, mais tu t'assumes. Puis tu assumes que tu n'es pas capable de prévoir le coût de ton projet dès le départ. Que ça va te prendre des évaluations en cours de projet, puis que quand tu vas négocier le règlement de ces découvertes-là avec l'entrepreneur général, ça se peut qu'il y ait des surcoûts. Tu as quelqu'un qui s'occupe aussi des sous-traitants qui sont dans l'angle mort. Moi, écoute, c'est ça qui m'a attiré le plus avec les entrepreneurs spécialisés puis les plombiers au départ, parce que je trouvais qu'ils sont super vulnérables. Tu sais, le plombier, il est là du jour 1 à la fin du projet. Fait que lui, là, si la séquence change, il est impacté. Genre, il ne pourra pas faire ses travaux de la même manière. Là, tout change un peu. Puis là, regarde, il faut qu'il s'ajuste. Puis des fois, il est pogné pour des fois, il y a des pertes de productivité. Il est dans le trouble à cause que le projet a eu un changement quelque part qui n'affecte pas la mécanique du bâtiment, mais qui affecte la séquence de comment les choses vont être organisées. Puis là, c'est réglé, mais il est dans l'angle mort. On ne pense pas à lui. Fait que, tu sais, il est comme affecté, il est comme super important dans le projet parce que, écoute, la mécanique du bâtiment... c'est 30%. Regarde, c'est mécanique électrique, ça représente 30% d'un budget. Quel bâtiment fonctionne sans mécanique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, c'est ça. Mais il est vulnérable. Puis, regarde, on ne pense pas en haut à cette partie-là de nos projets, cet intervenant-là qui est dans une position de vulnérabilité. Fait que si tu es pour mal planifier ou sous-planifier ton projet, assume-toi. Puis, mets quelqu'un là, dont la responsabilité, ça va être de regarder dans les angles morts. Parce que là, c'est comme, ils doivent le savoir qu'il y a des angles morts, mais regarde, moi, si je suis en charge, j'en ai un angle mort. Puis, de la manière que je le gère, je regarde. Puis là, je veux changer de voie, mais je signale avant, je vais un petit peu plus vite, je regarde encore, OK, là, je suis correct. T'sais, j'ai géré mon risque. Mais si tu conduis en sachant que tu as des angles morts, mais tu ne regardes pas puis tu ne fais rien pour adresser le risque qui est là, tu vas tout le temps avoir des accidents. Tu ne te rendras jamais à destination sans souffrir un énorme préjudice. Puis, d'un char, tu vas peut-être mourir là, à cause de ça. Mais dans un projet de construction, selon moi, si, en termes de provinces qui vont mettre des sous pour faire tous ces travaux-là, pour se remettre à neuf, ben faisons-le donc comme du monde. Oui, ça va coûter plus cher, probablement. Définitivement. Mais regarde, ça ne coûtera pas moins cher autrement. C'est ça. Genre, à la fin, tu vas le payer. C'est là le problème. Pay now or pay later, but you have to pay. Puis je te soumets que probablement qu'en frais d'avocat, ça va coûter plus cher. Ouais. Hey, moi, j'ai été autour de la table de conférence de règlement à l'amiable là, où on est 15, OK? Puis là... Tous des avocats, là. On est 15 avocats, on est 15 parties représentées. Là. Puis là, le juge, il regarde la réclamation, là, puis là, il regarde la durée du procès, puis il fait OK. Un procès de 10 jours, ben ça va coûter 50 000 par partie. 50, 100, 150, 250, 300. Puis là, il fait le tour de la table de même, là, puis il arrive avec
un moton en frais d'avocat là, pour faire le procès qui s'en vient. Là. C'est un write-up d'un demi-million. Puis ça, là, ça représente même pas tout ce qu'on a dépensé en interrogatoire préalable, en procédure, en recherche, en gestion de dossier, puis analyser les engagements, tout ça. Là. Puis là, tu regardes ce montant-là, puis tu regardes le montant qui est réclamé, puis tu te dis, ben là, tout le monde à la table se dit, ben là, ça va probablement se régler aujourd'hui, là. Tu as un certain sens de, OK, bon, on n'est pas là pour rien, mais en même temps, tu te dis, comment ça se fait que c'est là qu'on est rendu? Hey, mais c'est incroyable, ça. Tu sais, c'est incroyable. Puis moi, ce que j'essaie, c'est de m'assurer que ben, mes dossiers sont bien montés puis je peux les régler bien avant que je sois là. Ou, tu sais, d'évaluer correctement l'exposure du client au début, là. Tu sais, si t'es juste là pour des scellants coupe-feu mal faites, va les régler. Va les régler puis sors. Puis honnêtement, là, souvent, là, ben là, faut que tu négocies ça avec ton entrepreneur général, qui lui, il faut qu'il négocie ça avec le promoteur, qui lui, il faut qu'il négocie ça avec le propriétaire, puis le syndicat. Puis là, ça redescend. Puis là, tu sais, ça va, fait que ça prend un certain temps. Mais ces deals-là sont possibles, puis ils se font. Puis... Des fois, c'est les meilleurs deals, là. Écoute, moi, je n'ai pas vu un mauvais deal de la sorte. Honnêtement, là, quand des fois l'exposure est à 25 000 $, puis on va dépenser 25 000 $ avant de se rendre aux interrogatoires. Tu sais, il y a une manière d'approcher la chose qui doit être différente. Puis ça passe par la bonne culture d'entreprise, puis la bonne culture par rapport à ces enjeux-là qui émergent. C'est bien les documenter, bien les monter, mais aussi avoir de ne pas voir la réclamation comme il faut que je me défende à genre bec et ongle jusqu'à la mort, puis tout ça, puis d'avoir une bonne relation de... Puis ça écoute, encore là, tu es capable d'avoir cette culture-là dans ton entreprise quand tu as la bonne relation, je pense, entre un entrepreneur et un bon avocat, puis il y en a, j'en vois, là, tu sais, c'est pas... Je dis pas que Guy Bouchard puis Bello Lapointe, il y a que ça qu'on fait, là, mais ça se fait dans l'industrie, puis j'encourage grandement ça, là, tu sais, c'est... je vois le temps passer, je t'avais dit ça allait encore aller. J'ai une question que je veux absolument aborder avec toi. Présentement, la situation avec la COVID fait en sorte que le coût des matériaux a explosé au cours des 2 dernières années. Les livraisons, on a entendu parler, les reportages des médias, des livraisons en retard, des délais de livraison allongés. Donc, ça a un impact sur les échéanciers de projet. Mais tu sais, des coûts explosiers dans les matériaux, c'était prévisible et non. T'sais. Oui. Comment qu'on gère ça? Parce que c'est un litige que présentement, 100% des sous-traitants vivent. Oui. Puis des généraux, là. Écoute, il y a fondamentalement, là, la première chose à faire à chaque fois qu'il y a un problème qui survient, c'est un avis pour dénoncer la situation. Je vis ce problème-là, je te le dénonce. C'est un changement, puis je vais te demander de m'indemniser de ça. Par rapport au coût des matériaux, là, je te dirais qu'il y a il y a une zone grise. Il y a un problème à monter la preuve de ça. Tu sais, idéalement, ce que tu devrais démontrer, c'est que j'avais prévu dépenser tant pour acheter tel produit, puis maintenant, il me coûte ça, puis c'est à cause des délais, dans le fond. Fait que, tu sais, les retards dans l'exécution du chantier... Non, mais là, on oublie le délai. Ouais. On oublie le délai. Le plombier devait acheter 200 toilettes. Puis la toilette coûtait, quand il a
quand il a signé son contrat, la toilette coûtait 200 $. Maintenant, cette même toilette, un an plus tard, où ce que là, il doit les installer et les livrer, coûte plus 200 $, mais coûte bien 300 $. On fait quoi avec ça? Tu fais un avis, puis tu documentes les coûts. Puis cette augmentation de coûts de matériaux-là, là, elle devrait être traitée dans le contrat. Idéalement, là, quand on signe notre contrat, puis il y a des annexes, puis tout ça, là, on devrait, au plus possible, s'assurer qu'il y a une clause qui permet d'être indemnisé de ça. Puis, tu sais, dans les cas des retards, si on est capable de démontrer que les retards ne sont pas de notre faute, on est capable d'avoir un retard compensable, puis passer au travers de ça. Encore là, il faut vraiment démontrer la différence de prix. Là. Je prévoyais d'avoir ça, fait que, tu sais, avoir une soumission au départ qui nous donne une valeur là, de ce qu'on aurait dépensé là-dessus. Ça, c'est bien pratique. Puis là, après ça, bien, les factures qui vont établir le comparatif, ça va être la preuve que je vais avoir besoin de faire. Mais en général, c'est documenter cette situation-là comme ça. Dès que tu es informé de la situation. Informer. Parce que souvent, là, il y a des délais de renonciation aux réclamations qui sont prévus au contrat. Et puis, le droit est extrêmement strict et exigeant, avec le respect rigoureux du processus de réclamation prévu au contrat. Puis regarde, strict, rigoureux, exigeant, sérieux, sévère. Tu sais, tu lis les jugements, là, puis tous les qualificatifs qui disent que le respect de cette procédure-là, là, qu'on peut appliquer pour dire que c'est important, ressortent. Fait que c'est vraiment ça. Ça prend les avis, puis il faut que ça soit bien documenté. Fait que tu sais, ça peut passer par, pour l'entrepreneur plombier, l'entrepreneur spécialisé, ça peut passer par investir dans un meilleur logiciel de préparation de soumission. Tu sais, qui va tenir en compte de plus de choses, puis qui va répertorier cette information-là, puis qui va créer un document, dans le fond, là, un enregistrement de qu'est-ce qu'on voulait payer, pourquoi. Et puis après ça, bien, ça va être de faire le comparable. Mais il faut que tu ailles le comparable, puis il faut que tu ailles dénoncer. C'est la clé. C'est toujours la clé. Documenter, puis communiquer en temps utile et de manière efficace. Ça veut pas dire que ça va marcher, par contre. Non, mais c'est ça, c'est que... Tu sais, je pense de la... Tu te nommer la clé, tu sais, une belle documentation bien organisée avec une bonne communication c'est la solution. J'aimerais ça dire il nous faut le meilleur avocat sur le dossier. En bout de ligne, ça part du client lui-même, de l'entrepreneur, de dire organise-toi bien, communique bien, puis tu vas régler 95% de tes problèmes. Il va tout le temps avoir un 5% qui va être litigieux puis qu'il va falloir qu'on se batte. Moi, un de mes mentors disait « Tout ce qui traîne se salit ». Fait que, regarde, ben, d'accord avec toi. Sois désorganisé, là, puis c'est rien que toi qui vas payer pour. Puis si tu m'arrives avec un dossier qui est désorganisé, là, je vais te le dire plus tôt que tard. Puis après ça, là, l'autre discussion qu'on va avoir, c'est, regarde. On fait quoi? Tu veux-tu vraiment faire valoir ça compte tenu des risques? Puis je te dis, là, si tu me dis oui, je te le dis, ça va coûter tant, puis ça marchera probablement pas à cause de telle et telle raison. Fait que, tu veux-tu qu'on le fasse? Tu sais, on va avoir cette discussion-là honnête, puis là, tu sais, tu vas me dire oui, tu vas me dire non, mais en cours de chemin, c'est sûr que si on va là, ben, puis là, ça revient, ben là, comment ça que ça marche pas? Ben, ça marche pas parce que, tu sais, je te l'ai dit là. Tu te souviens le mémo que je t'ai donné? Que ça les avocats vont tout le temps se baquer comme ça, mais, tu sais, on espère que la relation avec le client va être, on ne se fera jamais dire, ben, comment ça marche pas? Tu m'avais dit que c'était ça. Mais ça peut arriver parce qu'on oublie des affaires, puis c'est complexe, tout ça, puis là, on se dit, ah oui, c'est vrai. Mais, tu sais, des fois, on va aller de l'avant avec certaines réclamations qui ont un problème pour... Il y a une décision stratégique qui rentre là-dedans. Fait que, tu sais, on va le gérer au cas par cas,
Mais, selon moi, c'est pas dur que ça soit... C'est pas dur d'avoir une bonne chance de succès. Faut rien qu'être organisé. Faut rien que se donner les moyens de faire un bon travail puis le faire quand c'est ça. De ne pas skipper sur les 4 phrases de plus que tu pourrais écrire ou d'avoir le bon logiciel de soumission qui fait un bon take-off là, avec des détails puis tout ça, puis être capable de comparer. Puis, il me semble qu'une entreprise qui est bien gérée devrait le voir de toute façon. Il me semble que si là, les toilettes me coûtent 300 puis j'avais prévu qu'ils me coûtaient 200, là, il me semble que le flag, il devrait survenir rapidement parce que toute la marge va y passer. Là. Ben, tu peux même y passer. On arrive à la fin du podcast, puis je finis... je me suis rendu compte de ça en écoutant mes podcasts. Je finis tout le temps avec une phrase, une question qui est pas mal la même pour tous mes invités. Je sais que tu es une jeune carrière de 10 ans d'études et 10 ans de barreau. De quoi tu es le plus fier? Écoute, professionnellement ou personnellement? Ça va dans les deux. Pour moi, c'est interconnecté. Là. Écoute, moi, je suis le plus fier. Regarde. Il y a eu des moments où j'ai dû faire quelque chose, où j'ai fait une erreur, par exemple. Et puis, dans ces moments-là, j'ai été droit. Je l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités et dit, oups, il y a ça. Puis on est allé corriger l'affaire, mais je me suis jamais défilé de quoi que ce soit qui était ma responsabilité. Puis ça, j'essaie de le faire professionnellement. Ça arrive presque jamais personnellement, j'espère, là. Mais, tu sais, personnellement, tout ça. Puis cette droiture-là, dans régler un problème puis accepter ma part d'un problème qu'il peut y avoir, je pense que je l'ai faite. Ça n'a vraiment pas toujours été facile de le faire. Là. Des fois, là, tu sais, oh, Christ, là, genre, là. Tu sais, c'est toi-même qui te mets le nez dans le caca, là. Mais je l'ai faite, puis cette droiture-là, j'en suis extrêmement fier. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça me permet de regarder bien du monde dans les yeux. Puis, tu sais, de dire, tu sais, mon père me dit, et tu dis, tu vas pouvoir aller où tu veux, là. Ben moi, je peux aller où je veux. Puis, je peux être un leader dans les problèmes que je décide de prendre, puis je peux le faire en me disant, regarde, j'ai tout le temps été droit, puis c'est la personne que je suis, puis ça me rend fier. C'était un podcast incroyable. C'est, merci Bruno. Je m'attendais pas à aller partout. Tu m'as donné des infos. On est allé au-delà du plan. Oui, c'est ça. C'est, quand on dit au-delà des plans, c'est exactement ça. Tu sais, c'est de comprendre. Je pense que tu nous as amené dans ton univers de comprendre. Puis je pense que au-delà de la profession, je pense que tu amènes un thinking... on va dire innovateur, mais une nouvelle façon de penser. Puis je crois que les entrepreneurs actuels puis la nouvelle génération d'entrepreneurs vont énormément apprécier ce genre de thinking-là, de dire on se prépare bien, on va être bien, on communique bien, puis on va aller là. Puis avec... un gars passionné comme toi, c'est sûr que tu sais, on aurait pu en parler pendant 10 heures de temps. Ça n'aurait pas été dur. Exact, ça n'aurait pas été dur. Fait qu'un énorme merci. J'ai, comme je te dis, grandement apprécié ça. Tout le plaisir a été le mien. Là. Genre, ça a fait énormément plaisir de venir ici aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Je veux remercier Mylène, Antonella, Diane. Merci beaucoup, mesdames, encore une fois, pour tout le support que vous me donnez. Vous tenez le podcast. Moi, je donne le show, mais vous autres, vous êtes tous en arrière. Fait que merci beaucoup. Merci, Nicole, du studio SF. Encore une fois, un accueil exceptionnel. Merci, Nick, Fred, Pierre, pour
pour l'opportunité que vous me donnez tous les jours de venir faire des podcasts. Puis pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié la venue de Guy Philippe. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre histoire d'un entrepreneur. Donc sur ce, à la semaine prochaine.